Et si une simple expédition étudiante avait réveillé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir? Un voyage dans le froid extrême, 9 jeunes, passionnés, prêts à tout affronter. Mais ce qu'ils vont trouver là-bas dépasse l'entendement. Des corps éparpillés, mutilés, figés dans la neige, un campement éventré de l'intérieur. Aucune trace de lutte, aucun témoin, aucune explication logique. Seulement un silence glacial et un mystère figé dans le temps. Bienvenue sur Mystoria. Voici l'histoire vraie du col Dyatlov. Un sommet vers l'inconnu. Tout commence en janvier 1959, en Union soviétique. Un groupe de 10 étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural se lance dans une expédition de ski de fond dans l'Oural du Nord, une région reculée, balayée par les vents, encore peu cartographiée. Leur objectif ? Atteindre le mont Otorten, un sommet considéré comme difficile, mais pas inaccessible pour des randonneurs expérimentés. À la tête du groupe, Igor Dyatlov, 23 ans, étudiant ingénieur méthodique et respecté, passionné d'exploration. Parmi les autres membres, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol, Yuri Doroshenko et Georgi Krivonichenko, Semyon Zolotaryov, un homme plus âgé que les autres, intégré au groupe au dernier moment. Et Yuri Yudin, seul survivant, car il a dû rebrousser chemin au tout début du voyage à cause de problèmes de santé. Tous des étudiants, jeunes, en bonne condition physique, formés aux expéditions en terrain extrême. Ils n'avaient aucune raison d'échouer. Le dernier camp. Le 1er février 1959, le groupe installe sa tente sur une pente exposée du mont Kholat-Syakhl. Un nom menaçant qui signifie en langue mansi la montagne des morts. Ce choix, stratégique pour éviter les forêts plus bas, sera peut-être leur dernière décision rationnelle. Le lendemain, plus rien. Plus de messages, plus de traces. L'alerte est donnée, mais les secours mettent du temps à intervenir. Et quand ils arrivent, il est déjà trop tard. Une découverte glaciale. Le 26 février, les secouristes découvrent la tente. Ce qu'ils trouvent les hante encore aujourd'hui. La tente est retrouvée, vide, entaillée de l'intérieur. Comme si ses occupants avaient fui en hâte, en la découpant. Des vêtements sont encore là, les chaussures aussi. Personne ne partirait dans le blizzard, pieds nus, sans raison. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les premiers corps sont découverts à 500 mètres de la tente, près d'un bosquet. Yuri Doroshenko et Georgi Krivonichenko, à moitié nus, sans chaussures. Ils ont tenté d'allumer un feu. Plus loin, Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova et Rustem Slobodin, éparpillés dans la neige, comme s'ils avaient tenté de revenir à la tente. Leur position évoque la panique. Et une fuite sans coordination. 2 mois plus tard, on retrouve les 4 derniers membres, dans un ravin. Lyudmila Dubinina a la langue arrachée. Nikolai Thibault-Brignol a le crâne défoncé. Alexander Kolevatov et Semyon Zolotaryov présentent des blessures internes sévères. Mais leur peau est intacte. Aucune trace de lutte. Aucun sang. Comme si une force invisible d'une intensité inhumaine les avait broyés de l'intérieur. L'incompréhensible ? Les enquêteurs soviétiques sont déroutés. Ils concluent à une force irrésistible inconnue. Mais cette phrase ne fait qu'ajouter au mystère. Pas de traces d'animaux, pas d'empreintes de tiers, rien sauf une peur brutale et une fuite vers la mort. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là? Des pistes abandonnées. L'hypothèse de l'avalanche est avancée. Mais elle ne colle pas. La tente est intacte. Les corps ne sont pas ensevelis. Et les blessures, trop localisées, ne peuvent pas être causées par une coulée de neige. Pourquoi avoir fui sans équipement? Pourquoi dans des directions différentes? Et pourquoi les autorités semblent-elles vouloir étouffer l'affaire si rapidement? D'autres pensent à un coup de folie collective dû à une intoxication. Mais aucun poison, aucun hallucinogène n'a été détecté.
le mystère s'épaissit. Et si ce n'était pas un accident? Très vite, des soupçons se tournent vers l'armée soviétique. L'expédition s'est déroulée dans une zone sensible, à proximité de lieux d'essai militaires. Certains pensent que le groupe aurait été témoin d'un test secret, fusée, bombe parachutée ou arme ultrasonique. Des sphères lumineuses ont été rapportées dans le ciel par des témoins les jours précédents. Et certaines blessures, comme les côtes brisées ou les traumatismes crâniens, pourraient correspondre à des ondes de choc puissantes. Aurait-on voulu étouffer l'affaire? Des documents classifiés, des rapports disparus, des incohérences dans les autopsies laissent penser que les autorités ont peut-être su plus qu'elles ne l'ont dit. Mais serait-il possible qu'ils en sachent tout autant que nous? Rien. La rencontre avec l'inconnu. Les Mansi, peuple autochtone vivant dans les monts Oural, racontent depuis des générations l'existence d'êtres surnaturels appelés Menkvi ou Menk. Ces créatures seraient des esprits forestiers puissants, décrits comme des humanoïdes poilus, parfois comparés aux Yétis. Selon la tradition Mansi, le Kolatsiachel, la montagne des morts, est considéré comme un lieu maudit, un territoire interdit. Ces légendes ne sont pas de simples fables. Des anciens Mansi affirment que 9 chasseurs y auraient autrefois disparu, sans explication, et que la montagne avait été dès lors strictement évitée. Cette coïncidence avec le nombre de randonneurs de Dyatlov et leur disparition tragique est troublante. Des chercheurs mentionnent également l'existence de phénomènes électromagnétiques et infrasonores, ondes mystérieuses provoquant vertiges, panique, hallucinations. Les Mansi eux-mêmes attribuent ces manifestations à des zones ensorcelées où leurs chamans avaient jadis érigé des autels ou posé des offrandes pour apaiser les esprits. Voici la théorie. Les alpinistes, sans le savoir, ont pénétré dans un territoire interdit, protégé par des esprits anciens. La nuit, des lueurs étranges, des orbes oranges signalés par des témoins, auraient percé la tente, provoquant une peur irrationnelle. En panique, les randonneurs ont déchiré la toile, courant nus dans la neige pour fuir un danger inconnu, et ont succombé dans les heures qui ont suivi. Les mutilations, langue, yeux, seraient liées à un contact trop proche avec ce Menk, entité respectée et crainte dans la tradition. Un avertissement qui aurait tourné au drame. Si l'on combine coutume, Mansi, crainte ancestrale, phénomènes physiques inexpliqués et position tragique des corps, on dessine un récit glaçant, un choc culturel et surnaturel face à une montagne plus vivante qu'il n'y paraît. Le comportement du groupe, cette fuite nue dans la neige, cette terreur pure, sont-ils le résultat d'un contact impossible à comprendre? Et si cette montagne, baptisée Col des Morts, avait été le théâtre d'une rencontre avec une autre réalité? Cependant, au fin mot de cette histoire, il reste tout de même une personne qu'on peut considérer comme chanceux, mais, plus que tout, hanté par cette histoire. Yuri Yudin, le seul survivant, a toujours affirmé qu'il ne croyait pas à une explication rationnelle. Il connaissait ses amis, il connaissait leur niveau, leur force, leur esprit de groupe. Et pourtant, il a toujours dit « Quelque chose les a fait fuir, quelque chose que nous ne connaissons pas. » Aujourd'hui, plus de 60 ans après, l'affaire du col Dyatlov reste ouverte dans les esprits. Aucune explication n'a convaincu tout le monde. Chaque piste soulève de nouvelles questions. Et la montagne, elle, reste silencieuse, comme si elle gardait pour elle un secret que personne ne doit découvrir. Alors, était-ce une erreur humaine? Un crime? Une arme secrète? Ou bien l'ombre d'une présence que nous ne sommes pas prêts à affronter? Aujourd'hui encore, des expéditions se rendent au col Dyatlov. Des livres, des documentaires, des enquêtes indépendantes cherchent des réponses. Mais plus on creuse, plus les questions s'accumulent. Pourquoi cette panique soudaine? Pourquoi des blessures sans cause visible? Pourquoi ce silence imposé par les autorités? Et surtout, qu'ont-ils vu cette nuit-là? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like, abonnez-vous à Mystoria et activez la cloche pour rejoindre ceux qui refusent les explications faciles. Dites-nous en commentaire
Selon vous, que s'est-il passé la nuit du 1er février 1959 ? Chaque semaine, nous plongeons dans les zones d'ombre, explorons les mystères réels et soulevons les questions que d'autres préfèrent éviter. On se retrouve très bientôt. Vous êtes sur Mystoria. Et d'ici là, n'oubliez pas, ce qui est enfoui finit toujours par remonter.